Ukraine, nouvelle trajectoire prise par le président Zelensky. Après une abstention de plusieurs États africains à l'ONU concernant le conflit en Ukraine, le président Zelensky s'est exprimé lundi 20 juin à huis clos par visioconférence devant le président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine et des ambassadeurs accrédités. Objectif, mobiliser, solidariser les pays du continent à la cause ukrainienne. Dans cette veine, il a lancé des initiatives inattendues par plusieurs, comme la nomination d'un envoyé spécial ukrainien ou encore la tenue d'une grande conférence Afrique-Ukraine. Pour le président Zelensky, l'Afrique est l'otage de ceux qui ont commencé la guerre contre l'Ukraine. Ce dernier a renchéri en relevant que, je cite, « La crise alimentaire dans le monde durera tant que cette guerre coloniale continuera ». Fin de citation. Il a ainsi condamné la Russie, soulignant que le rôle de la Russie dans le niveau injuste des prix alimentaires se fait douloureusement sentir sur tous les continents. D'après lui, des millions de tonnes de céréales ne peuvent être actuellement exportées vers l'Afrique en raison du blocus opéré par la flotte russe en mer Noire. Par la même occasion, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a accusé la Russie, je cite, de commettre un véritable crime de guerre en bloquant les exportations de céréales. Pour le président de l'Union africaine, l'Afrique reste attachée au respect des règles de droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté de commerce. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, avait lui aussi indiqué que la dite organisation panafricaine a présenté la nécessité d'un dialogue pour mettre fin au conflit afin de permettre un retour à la paix dans la région et rétablir la stabilité mondiale. Notons que ce discours du président Zelensky intervient après la visite du président Macky Sall en Russie le 3 juin dernier. La Russie indexée par l'Ukraine et l'Union européenne d'être la cause de la crise alimentaire qui sévit. Pour des géopoliticiens, cette rencontre qui devait être une rencontre continentale a fini par être une rencontre entre le président ukrainien et l'Union africaine. Pour eux, il s'agit d'un empressement de l'Ukrainien à obtenir les voix de l'Afrique à l'Assemblée générale de l'ONU, l'Afrique disposant d'un quart des voix. Quel enjeu géopolitique de cette réunion, autour de cette réunion? Comment expliquer cette crise alimentaire? La Russie est-elle la cause du ralentissement des exportations des céréales ukrainiennes? L'Ukraine aujourd'hui dans une nouvelle stratégie de mobilisation du continent africain pour sa cause? Pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi à convaincre l'Union africaine ou tout simplement la démarche ukrainienne est vouée à l'échec? Eh bien, des réponses à ces interrogations dans un court instant. Nous restons en Ukraine, mesdames, messieurs, mais à présent pour parler de la dégradation des relations diplomatiques entre l'OTAN et la Russie perceptible, de par les sorties médiatiques du secrétaire général de l'OTAN ou alors du président américain Joe Biden. Entre conquête par l'Ukraine des États africains, multiplication des sanctions contre la Russie afin de léser cette dernière, la pression monte et les affronts se poursuivent. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a appelé l'Occident à se préparer à une guerre d'usure sur le long terme en Ukraine. Il a affirmé avoir fourni à Kiev des missiles pouvant atteindre avec précision des cibles de longue portée, réaffirmant le but qui est de permettre à l'Ukraine de prendre l'avantage sur le terrain. Un nouveau paquet de sanctions contre Moscou afin de mettre un terme à ce que le président Poutine a qualifié d'opération militaire spéciale, des mesures de l'Union européenne qualifiées par la Russie d'autodestructrices qui pourrait se retourner contre l'Union européenne. Comment en arrive-t-on là? Pourquoi cette fragilisation des rapports entre la Russie et l'OTAN? S'achemine-t-on vers une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie? Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous du savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Nous sommes face à l'actualité ce soir. Ukraine, nouvelle trajectoire prise par le président Zelensky après l'abstention de plusieurs États africains à l'ONU concernant le conflit en Ukraine. Le président Zelensky s'est exprimé devant de hauts cadres de l'Union africaine, mais également des ambassadeurs accrédités. Objectif, mobiliser, solidariser les pays du continent à sa cause. Il a affirmé que l'Afrique est l'otage de ceux qui ont commencé la guerre en Ukraine. Il a pointé un doigt accusateur sur la Russie, la rendant responsable de la
hausse vertigineuse des prix alimentaires qui affecte l'Afrique, mais également le monde en général. Quels enjeux géopolitiques, il faut le préciser, autour de cette crise? Comment expliquer cette crise alimentaire? Pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi à convaincre l'Union africaine ou tout simplement cette démarche ukrainienne voit à l'échec? Un autre sujet, mesdames, messieurs, à l'honneur dans le cadre de ce programme Face à l'actualité. Nous restons en Ukraine, mais cette fois pour parler de la dégradation des relations diplomatiques entre l'OTAN et la Russie, perceptible à travers les sorties médiatiques du secrétaire général de l'OTAN, mais également du président américain Joe Biden. Le secrétaire général de l'OTAN a affirmé ou alors a déclaré, appelé l'Occident à se préparer à une guerre d'usure qui va durer sur le long terme en Ukraine. Et il a justement pointé encore un doigt accusateur. Il a condamné la Russie d'être responsable tant de cette crise alimentaire qui sévit en Afrique et dans le monde, mais également sur d'autres chais d'accusation. Pourquoi cette fragilisation des rapports diplomatiques entre la Russie et l'OTAN? Comment en arrive-t-on là? S'achemine-t-on vers une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie? Pour en parler, des experts de haute volée. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine. Madame Linda Labawi, bonsoir. Alors, on précise déjà que M. Gamal Abina, internationaliste, Madame Linda Labawi va nous retrouver, les spécialistes des questions sécuritaires. Un autre invité également dans le cadre de ce programme, M. Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président du Club africain de l'information. Monsieur Tefous Men, bonsoir. Bonsoir, madame, et merci pour l'invitation et merci à vos invités. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de la télévision panafricaine. Vous êtes journaliste, expert en questions internationales et un autre habitué de ce programme, Monsieur Luc Michel, bonsoir. Bonsoir à vous. Je ne ferai pas malheureusement toute l'émission parce que j'ai d'autres obligations, mais c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir également de vous retrouver et de nous accorder un peu de votre temps au regard de votre agenda toujours très chargé. Alors, très rapidement, on va commencer avec vous, Monsieur Gamal Abina. Réunion à huis clos entre le président Zelensky, mais aussi les hauts cadres de l'Union africaine et des ambassadeurs accrédités. Objectif, solidariser les pays africains à sa cause. Quelle appréciation faites-vous? Encore une fois, c'est toujours le même stratagème avec Zelensky, comme il se sait lâché par l'Occident, comme il sait parfaitement qu'ils n'ont pas levé le moindre petit doigt par rapport à la Russie avec, si ce n'est peut-être de faibles petites actions économiques de boycott ou de blocus qui ne portent pas leurs fruits finalement, puisque le plus important c'est le pétrole et le gaz, et ils n'ont pas arrêté l'arrivée de pétrole et de gaz. Pire encore, ce sont les Russes qui commencent à sanctionner l'Occident par rapport à l'approvisionnement pétrolier et gaz. Donc, quand Zelensky se sent lâché par l'Occident, il fait feu de tout bois. Il l'a fait d'abord avec les Allemands, les Anglais, en se référant de façon obsessionnelle à la Seconde Guerre mondiale, en rappelant Verdun par rapport aux Anglais, en rappelant à Israël, par exemple, l'histoire de l'Holocauste, en rappelant évidemment aux Français l'époque la plus sombre de l'histoire de France, la collaboration. Et là, il vient en Afrique et il nous sert quoi comme discours? Un discours désespéré d'un homme qui voudrait sensibiliser les Africains à sa cause en disant que c'est une colonisation. Oui, oui, on a lâché le mot. Alors, il veut comparer la barbarie coloniale qu'a subi le continent africain et asiatique et américain. Il ne faut pas oublier que les Américains ont été quasiment totalement exterminés. Je parle des vrais Américains, ceux qui vivaient là-bas. Il veut comparer cette colonisation barbare avec deux pays qui se font la guerre, avec des antécédents militaires, avec des moyens considérables sur le plan industriel, avec surtout un rapport qui n'est pas de maître à esclave ou de racisme, mais simplement des pays européens qui se font la guerre. Il voudrait comparer ça à la colonisation en Afrique, en faisant une sorte de lien un peu fantaisiste en disant que les Russes viennent coloniser l'Ukraine. D'abord, c'est ridicule en termes politiques. Ensuite, c'est ridicule en termes historiques. Je rappelle quand même que plus de 50% de la population ukrainienne est composée de Russes, que ce sont tous des Slaves, tous des orthodoxes, à part quelques minorités peut-être d'origine roumaine qui sont sur la frontière, mais surtout que la guerre a été provoquée pour des conditions géopolitiques parfaitement identifiées, qui sont des rapports de force entre l'Est et l'Ouest, entre l'OTAN et la Russie. Donc ça, c'est la réalité. Mais il arrive en Afrique avec ce discours pour amadouer les Africains, espérant qu'ils soient suffisamment bêtes
pour répondre à une corde sensible comme celle-là, en se disant, bon, on va faire une analogie, on va dire, oui, effectivement, l'Afrique a subi la colonisation, l'Ukraine subit la même chose, donc l'Ukraine mérite d'être aidée. Ça n'a pas du tout marché, ça ne porte pas ses fruits, une fois de plus, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il le fait systématiquement, c'est un acteur, pas oublier d'où il vient du monde du spectacle. Donc ses discours sont plutôt spectaculaires, manque de réalisme politique, et surtout, qu'est-ce que peut apporter concrètement entre la Russie qui a démontré pas mal déjà historiquement, mais surtout actuellement, des actions en faveur de l'Afrique, des actions de sécurisation, des actions de partenariat stratégique, et l'Ukraine qui n'a jamais fait le moindre pas en direction de l'Afrique, mais qui promet aujourd'hui d'aider les Africains. Non, c'est pas très sérieux, c'est un pays qui ne pèse pas grand-chose économiquement, c'est un homme qui ne durera pas, parce que dans tous les cas de figure, si les gars a perdu, il perdra sa place. Mais surtout, c'est endormir les Africains avec des discours pompeux pour jouer la carte de la sensibilité. Et ça, à mon sens, c'est plutôt, sinon maladroit, au moins méprisant, parce qu'on ne joue pas ces cartes-là à des gens qui sont parfaitement rompus à l'exercice, qui savent très bien à qui ils ont affaire, qui savent très bien qu'on veut les entraîner dans un conflit qui n'est pas le leur, et qui ont eu l'intelligence, je parle de l'Afrique du Nord au Sud, de l'Est en Ouest, de ne pas prendre part en faveur des uns ou des autres, de neutraliser leurs paroles et de se contenter simplement de dire nous respectons le droit international comme il ne nous a jamais respectés. Donc c'est une question assez ridicule de sa part, mais bon, malheureusement pour lui, il ne sera pas entendu. Alors, chers invités, je vous invite à présent à écouter ce morceau choisi du discours du président Zelensky face au président de l'Union africaine, président de la Commission de l'Union africaine et des ambassadeurs accrédités. On se retrouve juste après. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. L'Afrique est prise en otage. Il s'agit de la guerre de la Russie contre nous. Il ne s'agit pas d'une crise, c'est une guerre brutale. Avez-vous entendu tout cela de la part de vos partenaires russes avec qui vous êtes restés en contact? Je suis persuadé qu'ils vous disent tout le contraire. Mais il faut dire qu'ils ont besoin de cette crise, qu'ils maintiennent sciemment, délibérément. Ils se servent de vous. Ces sanctions ne sont là que pour empêcher la Russie de nous réduire en esclaves. L'Afrique est l'otage de ceux qui ont commencé la guerre en Ukraine. Tels sont les propos du président ukrainien Zelensky face au cadre de l'Union africaine. Alors, monsieur Luc Michel, partagez-vous cet avis? Tout, évidemment, vous vous en doutez. Zelensky, vous lui donnez trop d'importance. C'est un clown sanglant, c'est un comédien, il décide de rien. Les décisions se prennent pour lui à Washington. C'est la même chose à Bruxelles. Les gens de Bruxelles, de Berlin ou de Paris ne décident de rien. La guerre en Ukraine, c'est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, dans laquelle les Américains sont décidés à combattre jusqu'à la dernière goutte de sang ukrainien. C'est-à-dire qu'au premier jour de l'opération spéciale, Joe Biden a dit qu'il n'y aurait pas une goutte de sang américain qui serait versée, qu'il n'y aurait pas un seul soldat qui interviendrait. Maintenant, sur la question de la crise alimentaire mondiale, Poutine a tenu un grand discours lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg la semaine précédente, devant 80% de la population mondiale qui continue à faire des affaires et à commercer avec la Russie. Et hier, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a répondu à Zelensky. Que dit-elle? Que dit Poutine? Et avec raison. Ils expliquent que la crise alimentaire mondiale n'a pas commencé il y a 100 jours avec la guerre en Ukraine. Elle a commencé bien avant. Elle est due à la spéculation des multinationales européennes sur les matières premières et notamment le prix du blé. Et elle est due sur la mauvaise gestion du gouvernement européen. Sur ça se sont ajoutées les sanctions occidentales. On en a un meilleur exemple, c'est que le premier jour de l'opération spéciale, les Américains et les Européens ont suivi, ils ont sanctionné et interdit la vente des engrais.
Mais le premier producteur mondial des phosphates et des engrais, c'est des engrais industriels, c'est la Russie qui les produit à 90%. Et les 10% restants, c'est le Bélarus, qui est l'allié de la Russie et qui est également sous sanction. Les Américains, d'ailleurs, immédiatement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de ruiner leur propre agriculture et ils ont levé les sanctions. Donc, ces gens qui demandent au monde entier de sanctionner la Russie, ils achètent des engrais russes. Bien entendu, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas livrer le blé ukrainien? Ce n'est pas la Russie, c'est que les ports ukrainiens, notamment Odessa, Mariupol, qui est maintenant sous contrôle russe, ont été minés. Ils n'ont pas été minés par les Russes, mais ils ont été minés par les Ukrainiens sous le commandement même de Zelensky. Il est donc coupable de ce dont il accuse la Russie. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères de la France est allé discuter de cette crise alimentaire en Turquie. Les Turcs, qui, je le rappelle, sont la deuxième armée de l'OTAN, sont prêts à organiser des corridors maritimes sous la protection de leur marine, donc une marine alliée des États-Unis et qui fournit des armes à l'Ukraine, sont prêts donc à protéger les convois pour sortir et amener le blé dans le monde. Immédiatement, Zelensky a refusé. Il a refusé de déminer, il a refusé de participer au déminage, mais surtout il a refusé de donner le schéma des champs de mines. Il faut arrêter donc avec cette comédie. Ce sont les Occidentaux qui portent entièrement la responsabilité de la crise alimentaire mondiale. Maintenant, Zelensky est essayé de faire le show en Afrique, mais en Afrique, il n'y a pas seulement des gouvernements pro-russes. Il y a également des gens qui se sont abstenus, mais dans ce cas-là, la neutralité, c'est un refus de soutenir les États-Unis et l'Ukraine. Il y a deux États qui sont très proches militairement des États-Unis. Le premier, c'est le Maroc. Il y a aujourd'hui des manœuvres qui sont aux frontières de l'Algérie organisées avec l'armée américaine et l'armée marocaine, mais les Marocains ont refusé de sanctionner la Russie parce qu'ils dépendent des livraisons de blé russe. Le deuxième pays, c'est l'Égypte. L'Égypte était, il y a quelques jours, l'invité d'honneur du Salon économique de Saint-Pétersbourg. Pourtant, l'armée égyptienne est l'alliée de l'armée américaine. Mais l'Égypte aussi, dans le domaine alimentaire, elle a besoin, majoritairement, c'est le principal pays africain qui a besoin du blé russe. Voilà ce qui se passe maintenant. Poutine est prêt à livrer tout le monde, mais il y a encore un problème et on revient aux sanctions occidentales. C'est que pour acheter le blé russe, il faut le payer. Les Russes demandent qu'il soit payé sur des comptes russes et en monnaie russe en rouble, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas leur confisquer le prix du blé en dollars ou le prix du blé en euros. Comme on a confisqué le produit de la vente du gaz et du pétrole la première semaine de l'opération militaire spéciale. Voilà ce qui se passe. Maintenant, si les Occidentaux veulent maintenir leurs sanctions, on ne voit pas comment les Africains vont payer la Russie parce que les mécanismes bancaires, ce qu'on appelle le système SWIFT, eh bien, les Occidentaux ont déconnecté les banques russes qui ne savent donc plus être payées par ce système-là. Voilà ce qu'il faut savoir. Dernière chose maintenant, c'est que la Russie n'est pas isolée. Hier, Xi Jinping a appelé les BRICS à préparer les mécanismes économiques du futur, en notamment se détachant du système SWIFT. Il y a quelques jours, Xi Jinping a affirmé la Russie de son amitié et la Chine a expliqué cette semaine qu'elle avait augmenté ses importations russes de gaz et de pétrole de plus de 50% et qu'aujourd'hui la Russie est devenue son principal fournisseur bien avant l'Arabie saoudite. Les Occidentaux, donc, ils perdent la guerre économique, ils perdent la guerre militaire, ils perdent la guerre géopolitique. C'est pour ça que Zelensky, en panique, est venu faire le show en méprisant les Africains. Souvenons-nous que c'est le même individu qui, il y a quelques semaines, venait lever
de l'infanterie coloniale en Algérie, au Maroc ou au Sénégal pour combattre les Russes, il a évidemment été condamné à la fois par l'Algérie et par le Sénégal. Et le premier des mercenaires marocains, d'ailleurs, il vient d'être condamné à mort à Donetsk dans un procès pour crime de guerre. Voilà l'homme qui s'est adressé à l'Afrique. Voilà l'homme qui parle de guerre coloniale, alors que la caractéristique de l'ordre colonial, c'était justement de lever la fameuse infanterie sénégalaise. Zelensky voulait faire la même chose pour combattre en Ukraine. Il a échoué sur toute la ligne. Merci, Monsieur Luc Michel, pour cette première intervention. Alors, Monsieur Louis Magloire Kemayou, la question de l'opportunité, mais également de l'urgence de cette réunion se pose par des géopoliticiens. Selon ces derniers, il n'y avait pas nécessité de tenir une réunion, que ce soit avec le président de l'Union africaine ou alors le président de la Commission de l'Union africaine. Alors, selon vous, y avait-il nécessité, allant même plus loin, y avait-il urgence d'organiser ou bien de tenir cette réunion? Bon, je crois que le choix des Africains a été dans la globalité de ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des protagonistes. Et c'est logique qu'une fois que le président de la Commission ainsi que le président de la conférence des chefs d'État se sont rendus en Russie, qu'il y ait une rencontre dans le même ordre qui soit organisée avec l'Ukraine. Je crois qu'on est là dans l'ordre de la neutralité qui est compréhensible par tout le monde. Ça n'a pas été une visite à l'invitation de la Russie, enfin de l'Ukraine, comme ce fut le cas avec la Russie, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un équilibre. Les Africains se sont tenus à égale distance à la fois de l'Ukraine et de la Russie, et il faut rappeler que quand l'Afrique exige de pouvoir être livrée en blé, ce n'est pas qu'elle est en train de quémander du blé, c'est du blé qu'elle a commandé et qu'elle peut payer, mais qu'elle ne peut pas toujours payer concernant la Russie à cause des sanctions, qu'elle ne peut pas payer en ce qui concerne l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, le fait est que l'Ukraine voudrait utiliser l'embargo qui est fait sur le port d'Odessa pour expliquer qu'elle ne peut pas livrer le blé. Or, je suis tout à fait convaincu, de mon point de vue, que ce blé ukrainien peut passer par d'autres canaux. La guerre fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'une des parties de céder face à l'autre. D'une part, vous avez la Russie qui a effectivement positionné son matériel pour empêcher l'Ukraine de pouvoir avancer vers la Crimée, mais de l'autre côté, vous avez aussi l'Ukraine qui a miné le terrain pour que la Russie n'entre pas à Odessa et dans les villes aux alentours de la mer Noire. Donc le fait ici est que l'Afrique avait besoin de faire entendre sa voix de la part des deux protagonistes. Elle l'a fait et c'est tant mieux. Mais ce qu'il faudrait en plus de tout cela, c'est que l'Afrique ne soit pas dupe dans ce jeu-là. Il ne faut pas qu'elle joue au rabais. L'Afrique est aujourd'hui devenue un carrefour diplomate, un carrefour sur la scène diplomatique incontournable. Qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Turquie, qu'il s'agisse des puissances émergentes que l'on qualifie de BRICS, l'Afrique est aujourd'hui devenue un point incontournable de la scène internationale et elle ne devrait pas se vendre au rabais. Elle a eu des ressortissants sur place qui avaient besoin d'être protégés au même titre que tous les autres étrangers qui étaient en Ukraine. Je n'ai pas l'impression que l'on a mis cela sur la table des négociations au moment où la rencontre s'est faite avec Vladimir Poutine ou alors récemment encore avec le président ukrainien. Or, ce sont des choses qui sont très importantes. Au début du conflit, l'Ukraine a essayé de recruter de nombreux Africains de façon tout à fait illégale parce que sans aucune concertation avec des pays qui étaient concernés, il y a eu 3 cas qui ont été signalés. C'était en Algérie, au Sénégal et au Nigeria. Donc, à partir du moment où il y a eu une grosse levée de boucliers pour empêcher cette opération, on ne peut pas dire que tout a été transparent dans la manière dont l'Ukraine a joué et que si ce rendez-vous entre Zelensky et les dirigeants africains a permis d'ouvrir déjà une première piste de négociation, il ne faudrait pas que l'on s'en arrête simplement à la livraison de la nourriture, du blé en l'occurrence, et des engrais phosphatés, parce que
L'Afrique peut se procurer cela d'une autre manière. Et les pays occidentaux qui ont décidé des sanctions contre la Russie sont capables de trouver d'autres moyens d'approvisionnement des pays africains. Il me semble que la France, comme les États-Unis, sont producteurs de blé. Et même si on ne citait pas ces pays-là, encore une fois, l'Afrique est devenue aujourd'hui tellement importante que les partenaires se comptent, enfin ne se comptent plus. Et parmi ces partenaires, il y en a beaucoup qui sont de gros producteurs de blé. En parlant de l'Ukraine et de la Russie, nous avons deux pays qui sont les plus gros exportateurs de blé, mais ce ne sont pas les plus gros producteurs. Donc, on pourrait peut-être réfléchir aussi à trouver d'autres producteurs pour diversifier l'alimentation du continent en blé. Et on peut même faire mieux, on peut simplement appliquer le plan d'action de Lagos qui avait été conçu pour permettre aux pays africains de se développer de façon endogène et surtout d'assurer leur sécurité alimentaire et la capacité de vivre de façon autonome sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Donc pour moi, c'est un premier pas diplomatique qui a été franchi dans cette crise, mais il reste encore beaucoup d'autres étapes à franchir et il reste à l'Afrique de devenir un acteur important sur la scène internationale pour ne pas seulement accompagner les belligérants comme elle le fit lors des 2 premiers conflits mondiaux, mais à savoir tirer son épingle du jeu dans des situations comme celle-ci. Quels sont les enjeux géopolitiques? Quels sont les enjeux géopolitiques de cette réunion, autour de cette réunion, M. Tefosmene? Écoutez, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Zelensky est un homme désespéré qui fait donc un peu de, si vous voulez, il fait la quête d'une aide qui pourrait venir éventuellement donc, du continent africain, ce qui n'est pas possible parce que Zelensky, il est carrément aux abois. C'est un homme qui est en train de mener une guerre par procuration pour le camp de l'OTAN et qui, ma foi, risque de connaître le sort pratiquement de Guaido au Venezuela. C'est un homme qui est sans avenir politique. C'est comme l'avait dit tout à l'heure Abina, c'est quand même, on va dire, une poupée de cire qui est en train de figurer sur si vous voulez, un paysage sans lendemain, surtout pour le devenir de l'Ukraine, sachant que l'Ukraine est un pays qui est appelé à être morcelé dans le proche avenir et qui fait que les Russes sont en train maintenant de gagner du terrain par rapport à cette guerre et les Européens et les Américains sont en train donc de faire tout leur possible pour convaincre les partenaires, en l'occurrence les Africains en l'occurrence, qui, ma foi, ont beaucoup plus de sympathie vis-à-vis des Russes. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso. Les Français n'ont plus pied en Afrique et qui fait qu'aujourd'hui, les Africains ne sont pas dupes, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure. On risque maintenant, si vous voulez, on risque de connaître des scénarios carrément inimaginables il y a 10 ans, par exemple, par rapport à ça. Maintenant, les Africains sont devenus conscients par rapport à ce qui se passe. Et pour revenir encore à la crise, si vous voulez, alimentaire qui se profile à l'horizon, les Africains, ils ont tous les atouts, comme par exemple le Kenya, qui est en train de développer des marchés, enfin des champs de blé, qui pourraient donc alimenter le marché africain, parce qu'ils ont quand même des capacités, sauf que les infrastructures routières ne sont pas vraiment donc bien développées. C'est un créneau à travailler, mais toujours est-il que l'Afrique reste quand même, si vous voulez, la victime collatérale de ce conflit hégémonique entre, d'une part, les Russes et les États-Unis. Maintenant que la guerre en Ukraine est en train de prendre des proportions inimaginables, parce qu'on avait donc misé un peu sur une guerre, on va dire, une riposte rapide des Ukrainiens. On avait misé un peu sur Zelensky. Encore une fois, Zelensky, je ne pense pas qu'il fasse l'affaire par rapport aux Américains. Et vous allez voir que dans un proche avenir, ça sera donc du passé. Ça sera quand même, on va dire, il faudra plutôt beaucoup plus du passé. Il faudra plus, voilà, du passé. Et donc, du coup, je ne pense pas que Zelensky pourrait convaincre ses interlocuteurs, notamment les Africains, sachant bien que les Africains sont bien courants des choses et surtout que les Russes ont donc investi
en Afrique. Ils ont fait beaucoup plus que les anciennes forces occupantes, la France en l'occurrence, et les Belges et tout ce qui va avec. Et on sait très bien que maintenant, les Russes sont beaucoup plus gagnants sur tous les fronts, que ce soit au plan donc, de l'Afrique du Nord. Vous avez aussi en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, en Centrafrique, les Russes commencent à s'affirmer, s'imposer à côté des Chinois. Et on verra, vous allez voir dans le proche avenir, une issue, si vous voulez, de cette crise, si une fois un pool de réserve monétaire sera mis en place par les Russes, parce qu'on se rappelle tous de l'opération de Goa en Inde, en 2016, quand les Russes avaient envisagé cette crise, que les gens n'avaient pas, enfin, surtout à l'époque, on en parlait beaucoup plus du côté russe. Et ici, en Occident, on avait carrément ignoré, si vous voulez, ces décisions. Et aujourd'hui, les Russes sont vraiment prêts, parce qu'on a vu avec le système de SWIFT qui s'est quand même retourné contre ces architectes, les Européens et les Américains en l'occurrence. Et on voit bien maintenant les résultats sur le terrain. Les Russes sont en train de gagner économiquement et militairement. Merci, Monsieur Tefour Smaine, pour ce premier jet d'intervention. Alors, Monsieur Luc Michel, concernant cette crise alimentaire qui affecte l'Afrique et le monde en général, le président ukrainien Zelensky a accusé la Russie d'être responsable ou d'être la cause de cette situation, de cette hausse vertigineuse des prix alimentaires. Alors, quelle est votre grille de lecture? Écoutez, la hausse des prix des matières alimentaires, il ne date pas de 100 jours au début de l'affaire ukrainienne. Il a été mis en place pendant tout le début de l'année 2021 à cause de la spéculation des multinationales occidentales et l'irresponsabilité des gouvernements européens et américains. Mais la crise ukrainienne, les sanctions occidentales ont précipité les choses en faisant monter toutes les matières premières. Aujourd'hui, la Russie engrange des milliards, des centaines de millions de dollars grâce à la hausse du prix du mètre cube de gaz et du baril de pétrole, et les économies occidentales sont en train de s'effondrer. C'est la même chose dans le marché des produits alimentaires et dans le marché des engrais. Mais Zelensky, il a un rôle. C'est-à-dire qu'il est chargé de faire le show pour la propagande de guerre de l'OTAN. Le but de ce show, c'est de diaboliser la Russie, Poutine et ses généraux. On les présente donc comme les responsables de tous les malheurs de la Terre. Et cette crise alimentaire, on les accuse de crimes de guerre, etc. On mène, pas seulement en Ukraine d'ailleurs, mais au Mali et en Ukraine, on mène une propagande sur des soi-disant crimes de guerre russes, et c'est une propagande grossière. Par exemple, en Ukraine, on a choisi la ville de Boutcha parce qu'elle sonnait aux oreilles anglo-saxonnes américaines comme Butcher, ce qui veut dire boucher en anglo-américain. Voilà ce qui se passe. Donc, je vous le dis, il faut arrêter de donner de l'importance à Zelensky. Il y a eu d'ailleurs ce matin un autre clown, c'est Joseph Borrell, un des dirigeants de l'Union européenne, qui est un dirigeant espagnol atlantiste, mais c'est un clown parce que, évidemment, il dessert les intérêts de toute l'Europe et de son propre pays. Lui aussi a accusé Poutine. Poutine a très bien répondu au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a répondu point par point sur les conséquences économiques du prix des matières premières, sur l'inflation, sur la spéculation en bourse, sur le fait que l'Ukraine, en ayant miné et en refusant de déminer les ports de la mer Noire, est responsable du non-acheminement des réserves de blé qui sont contenues dans ces ports. Tout cela a été dit. Maintenant, il y a encore une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident est devant une gigantesque crise économique. Il n'y a pas seulement, comme ils le font croire, l'Afrique qui subit la crise alimentaire, il y a aussi les populations européennes. Un pain qui coûtait 2 € à Bruxelles va bientôt coûter 5 €. Un litre d'essence qui coûtait 1,20 € est aujourd'hui à 2,50 €.
C'est une crise économique gigantesque qui appauvrit les populations. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, qui a été en pointe dans ce dossier ukrainien, qui est allé parader, notamment à Kiev, Macron vient d'être sanctionné par les électeurs français, pas seulement ceux qui ont voté contre lui, mais surtout près de 6 électeurs français sur 10 qui ont refusé de participer aux élections. C'est tout cela, c'est la réponse d'une population qui ne supporte pas la misère, qui est amenée par la guerre américaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit en Ukraine. Merci, Monsieur Luc Michel, pour cette analyse. Alors, Monsieur Gamal Abina, l'Ukraine et l'Union européenne accusent la Russie de bloquer les exportations de céréales ukrainiennes. Alors, que se passe-t-il avec ce problème d'approvisionnement en céréales dans le monde? Il y a plusieurs choses qui ont été dites par rapport à ça. Donc, évidemment, on accuse la Russie, mais la Russie a dit qu'elle était prête à exporter. Sauf que, les ports ukrainiens ne peuvent pas laisser passer le navire puisque la mer est totalement minée par l'armée ukrainienne qui prétend, pour des raisons stratégiques, vouloir défendre, ne pas laisser les Russes passer avec les armements et surtout vouloir défendre cette position. Donc ils annoncent que c'est les Russes qui refusent l'exportation alors que les Russes sont prêts à faire l'export. Et j'en veux pour preuve une chose toute simple. Hein. La guerre a commencé au moment des récoltes quasiment, au mois de février, donc on se prépare à récolter. Les récoltes ont été effectives, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ils ont bien stocké les céréales dans des conteneurs, dont certains ont été brûlés, semble-t-il, par les Ukrainiens. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les Russes seraient en situation de vouloir littéralement affamer les pays vers lesquels s'exportaient ces denrées et ces céréales, particulièrement le blé, c'est le plus important. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. C'est effectivement un moyen de pression des Ukrainiens pour empêcher les céréales de passer. Comme ça, ils disent au reste du monde que les Russes sont des barbares qui veulent affamer la population. Ensuite, c'est vrai qu'il faut rappeler une chose importante parce qu'on entend beaucoup de propagande en ce moment. C'est normal, il y a une guerre. Moi, je n'utilise pas les termes russes d'opération spéciale. C'est une guerre. Une guerre est une guerre. Quand il y a des morts et qu'on tire avec des armes, ça s'appelle une guerre. Après, qu'ils disent les motivations, c'est une opération militaire de maintien de la paix, on peut l'entendre. De protection des populations, je peux l'entendre, mais ça reste une guerre. Et donc, dans cette guerre, il y a des morts, il y a effectivement des méthodes sauvages, il y a de la barbarie partout. Et il y a surtout les mines qu'on dissémine un peu partout dans les mers, les océans et les terres, les mines antipersonnelles. Là, en l'occurrence, ce sont des mines contre les navires, pour empêcher les navires de sortir. Alors, les navires de guerre, je vois pas trop l'intérêt, puisqu'ils font pas la guerre en mer actuellement, les Ukrainiens, mais c'est une façon de faire pression. Et le second aspect que Luc Michel a évoqué à l'instant, et il a parfaitement raison, c'est la question de la spéculation, puisque c'est de ça dont il s'agit, sur les matières premières et surtout sur tout ce qui est denrées alimentaires. Il faut savoir que les cotations ne se font pas en Afrique, ne se font pas en Europe, ne se font pas en Ukraine ou en Russie. Les cotations du blé se font à Chicago, aux États-Unis, dans le marché international. Donc c'est eux qui font la loi et qui donnent le prix parce qu'ils sont un très gros producteur et surtout ils ont imposé que le diktat américain de la spéculation et de la cotation des marchés se fasse chez eux. C'est eux qui notent. Les agences de notation sont aux États-Unis. Donc c'est eux qui vous disent si vous êtes un pays de valeur ou pas. Et surtout, il y a en Europe, on se rend compte, avant même, rappelons-le, la crise ukrainienne, avant même les problématiques qui se posaient, un début de récession qui était enregistré un peu partout dans tous les pays européens, et surtout une inflation galopante qui commence à démarrer très fortement. Il ne me semble pas, au mois de janvier par exemple, on avait déjà une inflation à 5 points, il ne me semble pas que la crise ukrainienne avait un impact. Ce qui a eu un impact réel, c'est deux choses. D'abord, effectivement, les spéculateurs qui en profitent, et ils en profitent pourquoi? Parce qu'il se réfère au fait qu'il y a eu 2 mois de non-production de richesse dans le monde, et donc 2 mois au cours desquels il y a eu une raréfaction de certains produits manufacturés. Et ils se sont dit, c'est une belle aubaine parce qu'on va faire croire qu'il y a une raréfaction effectivement de la production agricole alors qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Et à partir de là, on pourra spéculer et gagner de l'argent. Les spéculateurs sont connus pour ce qu'ils ont fait en 29 à Wall Street, sont connus pour ce qu'ils ont fait en 88 avec le jeudi noir, sont connus pour la crise asiatique en 98, sont connus à nouveau sur la crise du logement, la crise des subprimes qu'on l'a appelé par la suite, qui était un mauvais nom d'ailleurs. C'est la crise de spéculation immobilière qui a été percée. Ils sont connus pour gagner de l'argent à bon compte sur la misère des gens. Et à chaque fois, ça conduit évidemment à des guerres. Et il se trouve que là, il y a une guerre qui n'a rien à voir avec ça, mais ils profitent de cette guerre pour pouvoir faire de l'argent à bon compte. Donc la question de cette crise ukrainienne et soi-disant de la non-exportation du blé, je pense que quelque part, c'est téléguidé par des commandeurs qui sont au-dessus évidemment de Zelensky, qui lui disent fais pression sur le blé, fais en sorte de le rendre rare ou difficilement accessible. Comme ça va à la fois avoir un impact négatif sur la Russie qu'on accusera de refuser l'export,
alors que Poutine ne cesse pas de dire qu'il est prêt à exporter, en faisant des corridors humanitaires s'il a les champs de mines, et en même temps, ça aura un impact sur le prix du blé qui permettra de rincer à plein régime les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un des principaux producteurs de gaz et de pétrole, c'est vrai, mais aussi de blé. Ils font partie de ces plus grands producteurs avec la Russie, la Chine, l'Inde pour une grande part, et quelques pays comme le Brésil. Mais globalement, c'est les gros mastodontes. Donc quand le blé monte, quand il y en a moins et que ça monte artificiellement, ça profite aux producteurs. Donc non, les Russes ne sont pas à l'origine de ce blocage, puisqu'ils demandent à faire l'export. Oui, les Ukrainiens refusent de l'éliminer et font croire que c'est à cause des Russes, qui est quand même assez fort du café. Et non, la crise économique ne vient pas de la question ukrainienne. Je vous donne un exemple très concret, je ne sais pas si vous aurez accès à cet enregistrement, pour une fois, d'un homme qui a été honnête, c'est plutôt rare de sa part, Michel Leclerc, qui expliquait qu'on ne va pas mettre sur le dos des Russes la crise qui a démarré déjà bien avant, et qui expliquait que les spéculateurs, ça c'est une vidéo qui a été faite dans une émission de TV, je crois, sur le France 24, où il expliquait simplement, lui qui est distributeur en France, donc c'est un distributeur de masse, que les spéculateurs, ils ne les appellent pas comme ça, mais enfin les distributeurs qui sont en amont, font monter exprès les prix pour que ça augmente sur le marché et qu'on ait une raréfaction, par exemple, de l'huile. L'huile de table s'est trouvée rare du jour au lendemain sans aucune raison valable. Je veux dire, la France produit de l'huile de table et pour autant, on s'est retrouvé dans des difficultés. C'est juste un travail de spéculateur typique que les Américains savent très très bien utiliser, mais le seuil de rupture, ce sera le moment où les gens, parce que quand vous touchez à la nourriture, quand vous touchez aux fondamentaux de la vie, à savoir la denrée de base qui est le blé, qui permet de faire du pain, je le rappelle, le pain étant le seul aliment qui est partagé par le monde entier pour le coup, eh bien si vous touchez à cela, vous avez des risques effectivement de révolte massive populaire un peu partout. La question est de savoir jusqu'où iront les Américains en faisant pression sur les Ukrainiens et qui pourrait dire ouvrez au moins les voies maritimes pour exporter le blé. Parce que le blé est produit, est stocké, existe en Ukraine, donc c'est que les Russes n'avaient pas l'intention de l'empêcher de sortir, mais que les Ukrainiens ont tout intérêt à ne pas le laisser sortir. Donc c'est ça qu'il faut se poser la question. À qui profitera le crime? On a compris que ça profitera à ceux qui produisent le blé. Alors, Monsieur Teyfour Smaine, comment expliquer cette crise alimentaire? Écoutez, la crise alimentaire, c'est très simple. Quand on voit le volume de production de blé en Ukraine, par exemple, il n'est pas aussi important qu'on le croit. Maintenant, parce que c'est axé sur l'Europe et le reste du monde, on en parle tellement qu'on a fini par croire que le blé ukrainien ou russe était beaucoup plus important donc pour le reste du monde, alors sachant qu'en Chine, par exemple, ils produisent 130 millions de tonnes. L'Inde vient après avec 90 millions de tonnes. La Russie et l'Ukraine, pour leur part, sont à 60 millions de tonnes. Maintenant, par exemple, sur le plan politique, il est vrai que les Américains ont bloqué, si vous voulez, les Russes pour exporter. On a vu les sanctions qui ont été donc mises en place par les Européens et les Américains pour justement bloquer l'exportation de ce blé russe pour, si vous voulez, assécher l'économie, pour la rendre plutôt exsangue, l'économie russe, ce qui n'est pas le cas actuellement. Maintenant, il faudrait trouver les mécanismes qui pourront plus ou moins donc libérer, si vous voulez, libérer l'exportation du blé, quitte à faire, si vous voulez, faire une exception pour pouvoir justement alimenter le marché essentiellement africain, parce que l'Afrique, on parle d'une crise alimentaire dans un proche avenir. Bon, franchement, là-dessus, j'en doute parce que c'est pas vraiment le cas, c'est pas dans l'immédiat en tout cas. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup plus, si vous voulez, de surenchère politique qui fait que maintenant, on veut allier les gens qui sont plus ou moins, on parle de 143 pays qui n'ont pas adhéré aux sanctions donc américaines et globalement occidentales. On voudrait les adhérer, si vous voulez, à ce processus. Maintenant, l'Occident est en train de perdre la main. Il est en train de tout faire pour justement convaincre le reste du monde qu'ils ont pratiquement le monopole, si vous voulez, de la vérité, que le reste du monde ne compte pas du tout et que sans les Occidentaux, on n'est rien du tout sur cette terre. Poutine a compris le jeu des Occidentaux, il a même donc imposé, si vous voulez, les échanges économiques en roubles, et on l'a vu avec l'exportation du pétrole et du gaz russe vers l'Europe. Certains pays, par principe, ils ont donc, si vous voulez, par rapport aux apparences, ils ont refusé ce deal.
mais toujours est-il qu'ils ont donc monté des sociétés écrans pour importer ce gaz russe avec du rouble. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu, si vous voulez, dans une surenchère politique qui est donc opérée de part et d'autre. Après, on ne va pas non plus vraiment donc affaiblir les Européens ou les Américains. Les Russes veulent, si vous voulez, contrôler aussi le monde de leur côté. Ils veulent contrôler essentiellement l'Afrique, parce qu'on parle d'Afrique ici. L'Afrique est comme disait tout à l'heure l'interlocuteur, c'est une plaque tournante de la politique internationale et c'est l'avenir justement économique du monde dans lequel on vit. Il ne faut pas oublier qu'il y a 1,4 milliard de consommateurs africains. C'est un marché très très grand en plan économique et qu'on est en train de le convoiter. Les Russes et les Chinois ne vont pas lâcher prise. Et donc les Occidentaux, ils savent très bien qu'ils sont en train de perdre la main en Afrique. On l'a vu, quitte à répéter ce que j'avais dit tout à l'heure, on a vu donc ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Centrafrique et tout ce qui va avec. Et tout risque donc, tous les pays risquent de suivre. On a vu hier par exemple en Algérie, on s'est carrément démarqué de la langue française pour montrer aux Français que vous êtes plus intéressants et que c'est maintenant, dorénavant, il va falloir compter, si vous voulez, il ne faut plus compter sur nous, il va falloir donc trouver d'autres interlocuteurs pour justement gérer l'avenir de ce continent. Monsieur Kemayou, je vous renvoie cette question. Comment expliquer cette crise alimentaire qui affecte l'Afrique et de façon générale le monde? Je parlerai davantage du continent africain parce que je ne sais pas quels sont les ressorts des autres continents ou des autres pays en dehors du continent africain qui sont affectés, ni les mécanismes de solidarité qui ont été mis en place pour empêcher cela. Une chose est sûre, c'est qu'au niveau africain, il y a eu une grosse dépendance qui a été entretenue, même si elle est artificielle, vis-à-vis du système international, qui fait que nous consommons beaucoup plus ce que nous ne produisons pas que ce que nous produisons. À partir de là, il y a une distorsion dans les échanges. Nous consommons beaucoup de riz que nous produisons très peu. Nous consommons beaucoup de blé que nous produisons très peu également. Et même ce que nous consommons, nous préférons le vendre sur la scène internationale et nous le vendons à des prix tellement peu intéressants parce que pas fixés par nous, que nous restons dépendants et fragiles de l'international. Le premier problème, il est là. Le deuxième, c'est que même quand les pays africains produisent et qu'ils peuvent vendre, il y a des problèmes de connexion, de communication entre les pays, les problèmes de route, les ports également qui ne sont pas toujours taillés pour que les livraisons se fassent rapidement. Et tout cela affaiblit le continent africain. Parce que le Rwanda, par exemple, est aujourd'hui un des plus grands producteurs de maïs. Il y a d'autres producteurs de maïs sur le continent, comme le Kenya ou le Nigeria. Mais comment acheminer les quantités que l'on a au Rwanda, en Éthiopie ou ailleurs, vers les autres pays du continent, alors qu'il n'y a pas d'infrastructure de communication interpays? Ça, c'est un enjeu qu'il faut trouver. Le deuxième, c'est que quand il y a eu le livre de René Dumont qui disait que l'Afrique noire est mal partie et qui identifiait le mal développement du continent africain comme étant celui de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire et de la moindre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, tout le monde avait sauté au plafond en disant qu'il était afro-pessimiste. Plus de 60 ans après, nous y sommes encore dans cette problématique du développement du continent africain par l'agriculture, par l'alimentation, par l'autosuffisance. Et la réponse n'a toujours pas été trouvée. Je pense qu'il est important, qu'il est urgent pour l'Afrique aujourd'hui, d'une part, de trouver le moyen de dépendre uniquement d'elle-même sur le plan agricole et alimentaire, et puis d'autre part, d'organiser les échanges interpays pour que la solidarité de ceux qui produisent plus et de ceux qui ont de plus de grands besoins puisse être fonctionnelle, opérationnelle. Or, ce n'est toujours pas le cas. Nous tournons toujours plus facilement vers les pays européens, vers les États-Unis pour leurs excédents de production que nous n'arrivons à produire nous-mêmes, y compris les céréales que nous consommons sur place. Je voudrais juste m'inviter à la table des personnes qui vivent sur le continent et leur demander qu'est-ce qui les empêche par rapport à la bouillie de maïs ou à d'autres choses d'être autosuffisants dans leur propre pays et de ne pas défendre que du pain produit avec du blé ukrainien, russe ou américain. La question, elle est là.
Donc, si nous pouvons répondre à cette question, je pense qu'on peut déjà envisager l'avenir d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus sereine, qui est de dire que nous ayons des devises pour acheter ou pas, que nous ayons les moyens de participer à une guerre, loin de chez nous ou pas, nous sommes capables de nourrir nos populations, nous sommes capables de payer ce que nous consommons et de ne pas exposer nos populations à des... Alors, Monsieur Luc Michel, pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi à convaincre l'Union africaine? Non, pas du tout. Il a tenu un discours qui tombait en porte-à-faux. Il a expliqué que la Russie, qui a 60 ans d'expérience et d'aide aux populations africaines dans la lutte contre le colonialisme, et qui en plus a tenu en 1922 le congrès de Bakou pour tendre la main aux indépendances asiatiques et africaines, les Africains savent que la Russie et auparavant l'Union soviétique a toujours lutté contre le colonialisme. Prétendre que la Russie mène une guerre coloniale, c'était un discours en porte-à-faux. Deuxièmement, je l'ai dit, cet homme n'était pas crédible après avoir recruté des mercenaires en Afrique. Zelensky, on l'a écouté poliment, mais tout simplement, les Africains ne sont pas décidés à prendre le parti de l'Ukraine dans cette affaire. C'est un échec pour la stratégie occidentale, puisque la grande idée des Européens, c'était de remplacer la Russie par des fournisseurs africains dans différents domaines. C'est un échec complet. Zelensky peut faire ses justifications. Il est de moins en moins crédible. Monsieur Gamal Abina, nous nous rapprochons justement de la fin de cette première thématique. Pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi à convaincre l'Union africaine ou tout simplement la démarche du président Zelensky est vouée à l'échec? Il a convaincu qu'il était ridicule, tout simplement. C'est-à-dire qu'il essaie de nous servir. Il a quand même été loin dans les propos, parce que j'avais oublié effectivement le plus grossier de propos, c'est de parler de réduction à l'esclavage. C'est quand même très insultant pour un peuple, pour des peuples africains qui ont été réellement réduits à l'esclavage. Au nom de quoi ce sombre individu ose parler d'esclavage? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie? Depuis quand les Russes vont réduire d'autres Russes ou d'autres esclaves à l'esclavage? C'est totalement ridicule. C'est une guerre classique, c'est une guerre de représailles à la suite d'une autre guerre qui avait été entamée en 2014 dans le Donbass. Et M. Zelensky va utiliser des gros fils grossiers. Vous savez, je me pose la question du personnage. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, quelle est sa formation, d'où sort ce clown. Parce que sortir un truc aussi vulgaire, c'est insulter la mémoire de 300 ou 400, on n'a pas le chiffre exact, millions de personnes qui ont été réduites à l'esclavage pour des raisons racistes. Je ne crois pas que les Russes aient du racisme contre l'Ukraine. Ça ne peut pas, ça ne se peut pas. C'est les mêmes peuples. Et ensuite, et surtout, quelle honte de sa part d'utiliser des cordes aussi grossières. C'est insultant, c'est méprisant, c'est nier la douleur des peuples africains. Et surtout, c'est s'imaginer qu'en jouant cette corde sensible, en sortant le violoncelle peut-être, je ne sais pas, il pense qu'il va pouvoir peut-être percer. Ça ne marche pas comme ça. Il a essayé ça avec Israël sur l'histoire de la Shoah, il a essayé ça avec les Anglais sur Verdun, il a essayé ça avec tout le monde. C'est le même disque rayé qui ne fonctionne pas. Zelensky est arrivé en Afrique dans l'espoir de peut-être influencer les décisions africaines. Les décisions africaines sont très claires, ils ne prennent pas parti pour l'Ukraine, c'est clair. Alors après, il peut raconter ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. L'échec est patent, mais ce n'est pas son échec qui est patent. Zelensky arrive en bout de course. L'échec est patent au moment où l'ONU tente de rallier l'Afrique et l'Asie, et l'Amérique du Sud d'ailleurs, à une décision anti-russe. 80% de la planète ne sait ou pas prononcer ou a refusé simplement de faire condamner la Russie sur la question des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, effectivement, après 30 années de massacres américains à travers le monde, après ce monde unipolaire qui consistait à ce que les États-Unis se prennent le gendarme du monde, aujourd'hui, la réalité est rétablie dans un équilibre qu'on appelle l'équilibre de la terreur, hein, simplement, puisque c'est deux grandes puissances nucléaires. L'équilibre de la terreur qui fait qu'on revient au schéma de la guerre froide et on revient à l'idée que les Russes ont décidé à nouveau de reprendre leur marque dans le monde. Alors maintenant, les Zelensky, avec son pays qui est très en difficulté, tente de faire croire aux Africains qu'il sera plus intéressant que les Russes. C'est pas sérieux. On sait aussi, et c'est bien d'avoir rappelé tout à l'heure, l'intervenant a rappelé intelligemment tout à l'heure, où étaient les Zelensky lorsque les Polonais refusaient l'accès à leur territoire des étudiants africains?
qui était effectivement reçu en Ukraine parce qu'il y avait une tradition de partage d'étudiants africains en Ukraine. Où était-il lorsque les Africains ont été parqués comme des bêtes, qu'on a considéré qu'ils ne devaient pas être reçus en Pologne et qu'on les a mis dans des camps? Où était-il lorsque les Africains qui étaient étudiants et comme des gens sérieux, ce ne pas des Romain Michel, ce ne sont pas des réfugiés qui cherchaient de l'argent, mais des étudiants, ont été considérés comme quantité négligeable alors que les Ukrainiens blonds aux yeux bleus du point de vue européen, puisqu'il y a très peu de blancs en Ukraine, ont pu passer tranquillement à la frontière polonaise. On ne l'a pas entendu là-dessus. J'aurais aimé que Zelensky s'offusque de ce traitement sauvage infligé à une population qui était venue dans son pays pour étudier en toute légalité. Eh bien, on ne l'a pas entendu. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il s'attende à des miracles. Il ne sera pas pris au sérieux. Il n'est pris au sérieux par personne en vérité. Moi, je pense que la seule chose qui doit être prise au sérieux aujourd'hui, c'est combien de temps durera sa mandature et dans quelles conditions il laissera son pays une fois que cette guerre malheureuse sera achevée. Je pense que ce ne sera pas glorieux et que son nom ne fera pas figure de résistant dans l'histoire, mais simplement d'un type qui a très très mal géré cette relation à la Russie et très mal géré sa relation avec l'Occident. Zelensky est seul, il le sait, fera feu de tout bois pour essayer de recevoir de soutien, mais il ne recevra de soutien de personne. Et encore moins, j'imagine, des Africains qui savent très bien ce qu'est la manipulation aujourd'hui. Alors, monsieur Louis Kemayou, la question est également adressée à vous. Pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi sa stratégie, notamment convaincre l'Union africaine, ou tout simplement elle est vouée à l'échec? Monsieur Kemayou, vous avez la parole. Alors, le temps de permettre à monsieur Louis Kemayou de nous retrouver. Monsieur Tefou Smen, la question est également adressée à vous. Pouvons-nous dire que le président Zelensky a réussi à convaincre l'Union africaine ou tout simplement c'est une stratégie vaine, vouée à l'échec? En effet, c'est une stratégie vaine. C'est ce que j'appelle prêcher dans le désert. Zelensky est un homme qui n'a pas de charisme, c'est un homme qui est carrément en dehors des circuits politiques. Il ne faut jamais oublier que c'est un comédien qu'on a mis à la tête de l'Ukraine après avoir donc renversé un président démocratiquement élu. Et ce monsieur, on l'a justement ramené pour malheureusement mettre en route la feuille de route occidentale pour justement, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est vraiment dessiné avec le temps, c'est-à-dire l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour élargir les frontières de cette organisation pour contrer la Russie. D'ailleurs, M. Biden, à la veille des élections présidentielles, avait dit qu'il allait consacrer toute son énergie à contrer les Russes et même à les abattre. La Russie, géographiquement parlant, est un pays immense, regorgeant de richesses naturelles. C'est un pays qui a des champs donc, agricoles immenses et les Américains savent pertinemment qui contrôle les richesses de ce monde est appelé à devenir le puissant de ce monde. Et c'est ce que les Américains ne veulent pas voir, sachant pertinemment que les Américains, et avec, on va dire, malheureusement, on va le dire, avec les Européens qui sont devenus par la force des choses le vassal des Américains, qui aujourd'hui sont en train de créer une politique aventurière quand on voit ce qui se passe au plan intérieur, au plan économique des pays de la zone euro, quand on voit qu'une inflation de 8,9 dans la zone euro et que le prix à la pompe ici en France il est quasiment de 2,5 €, on se pose la question où est la bonne conscience des Européens? Où est cette politique européenne qui avait plutôt la tradition de trouver des moyens pacifiques pour régler les conflits? Maintenant, le conflit s'est ouvert en Ukraine et c'est une tache d'huile qui risque justement de s'élargir encore plus si les Européens ne vont pas mettre un terme, si vous voulez, à cette aventure meurtrière. Le président Zelensky a réussi à travers cette réunion par visioconférence à huis clos à convaincre l'Union africaine ou tout simplement il s'agit là d'une stratégie vaine, voire à l'échec sans effet véritable. Monsieur Kemayou, vous avez la parole. Personnellement, je pense qu'il serait difficile de pronostiquer. Quand on a suivi la visite de Macky Sall et du président de la Commission de l'Union africaine en
Russie, je ne crois pas que leur intention était de savoir s'ils allaient basculer dans un camp ou dans un autre. Et je crois que l'autre chose qu'il faut aussi ajouter, c'est que l'Afrique connaît des guerres. Ce n'est pas la première guerre à laquelle nous assistons en spectateurs. Nous en avons beaucoup sur le continent. Il y a la situation en République centrafricaine qui interpelle, il y a celle du Mali qui interpelle, il y a celle de la Somalie, il y a celle de l'Est de la RDC. Donc, à vrai dire, le problème ici, c'est pas de savoir si les Africains vont s'aligner sur une position ou sur une autre, ou si Zelensky va réussir à convaincre les Africains à se rallier à sa cause ou pas. L'enjeu ici, c'est de savoir comment est-ce que les pays africains, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, et à travers notamment l'intervention américaine et celle de l'Union européenne, comment l'Afrique peut bâtir de nouvelles solidarités en son sein pour se prendre en charge quand des situations comme celle de l'Ukraine se font jour sur son territoire. Si l'Afrique peut tirer des enseignements de cela pour mieux gérer ces conflits, pour mieux aborder ce genre de situation, je pense qu'on aura appris quelque chose. On aura grandi au sortir de cette crise. Mais concernant la guerre en elle-même, je crois que c'est une grande faillite de la part de la diplomatie et européenne et américaine d'avoir privilégié le choix de la guerre plutôt que celui de la négociation, parce qu'il y avait les accords de Minsk qui avaient été déjà signés après la première guerre de 2014, qui avait fait partir la Crimée et une partie du Donbass, et que quand on est dans cette situation-là, si on ne privilégie pas la diplomatie en estimant que la guerre, c'est le dernier recours quand on a tout perdu, je pense qu'on se prépare à aller dans une situation d'affrontement perpétuel. Les pays africains, encore une fois, font face à cela. Quand il y a des situations comme celle des coups d'État que l'on connaît aujourd'hui, ce sont des milices la plupart du temps qui prennent les armes et qui finissent par imposer au gouvernement en place la négociation autour d'une table, alors qu'elles n'ont absolument pas l'autorité pour le faire, mais que le pouvoir des armes et le pouvoir aujourd'hui de la communauté internationale fait que l'on est obligé de suivre cette dynamique-là. Et encore une fois, moi je termine en disant, ce qui serait important aujourd'hui pour les pays africains, c'est de tirer toutes les leçons que nous enseigne cette guerre en Ukraine pour mieux gérer à la fois la position de l'Afrique sur la scène internationale, mais surtout mieux améliorer le traitement par l'Afrique des questions d'insécurité, à la fois liées à la sécurité militaire et à la sécurité alimentaire, quand les situations comme celle-là se présentent. Afrique Média, le monde, c'est nous.